Et salut à tous, bienvenue. Nous sommes le dimanche, et je ne vais pas me tromper en disant le samedi, nous sommes bien le dimanche 12 février. C'est l'heure de se poser avec un café autour de Off Panel et de faire un petit peu le bilan de cette semaine. J'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer par saluer tout le monde, tous ceux qui sont déjà dans le chat, saluer également ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Guy Gauze est là, bienvenue à toi, c'était toi le premier aujourd'hui dans le chat, bienvenue. Nous avons aussi Xav, qui est fidèle au poste, comme Comics et Calembour, bienvenue à vous. Des rumeurs veulent que Gale arrive dans quelques minutes. J'espère que vous êtes bien installés. On a déjà commencé presque à discuter pendant l'écran d'attente. Nous parlions de jours et d'horaires, et effectivement, c'est une question que je me pose depuis quelques jours. Est-ce qu'on doit rester le samedi après-midi, passer à un autre moment? C'est en réflexion. Et voilà, Gail arrive, je vous l'avais dit. Bienvenue à toi, Gail. Avant de commencer, merci à toi, Gigose, parce que j'ai vu, juste après le stream de la semaine dernière, que tu avais gentiment souscrit à ton abonnement via Prime, et ça c'est cool. Merci beaucoup à toi. Merci aussi à Ellie qui est abonnée, qui s'est réabonnée la dernière fois également. Merci. Merci à ceux qui sont là également. Chaque semaine, ça fait tout autant plaisir. J'espère que tout le monde va bien. Je disais, on va commencer par trois petites news rapides avant d'attaquer le débrief et puis le petit jeu. Et surtout, je pense que le gros morceau cette semaine, ce sera la discussion dans le courrier des viewers, puisque le débat, merci Xav, qui lui aussi s'abonne avec Prime, merci beaucoup. Le courrier des lecteurs, vous disais-je, qui vous a passionné. Vous avez été plus nombreux que les semaines précédentes à répondre à la question autour des adaptations, donc on en débat juste après. Mais d'abord, on commence par trois news. Trois choses que j'ai retenues un peu marquantes, alors que je vois que Rikoko arrive, salut à toi. Installe-toi, on démarre. Trois choses un peu marquantes. La première étant que Tom Taylor n'en a pas fini avec Injustice, puisqu'on retrouvera cet univers dans Adventures of Superman, John Kent. Je dois vous faire un aveu. Je n'ai lu que quelques extraits, quelques morceaux d'Injustice. Je ne me suis jamais fait la complète. Il paraît que c'est très bien, mais n'ayant pas joué au jeu, je trouvais presque inutile de le lire, et finalement j'ai sans doute eu tort. Donc peut-être que ça sortira chez Urban Nomad un jour. Et ça me permettrait de lire ce truc qui a l'air assez incontournable d'après beaucoup de personnes. En tout cas, ce qui a fait vraiment exploser Tom Taylor auprès du public. Donc peut-être un jour, peut-être un jour. Ça fait partie des nombreux titres pour lesquels on dit peut-être. Donc l'univers d'Injustice va revenir. Dans l'histoire de John Kent, autour du multivers, etc. Il va faire un passage par la terre d'Injustice, et je pense que les fans sont bien contents, du coup, de retrouver ça. Les fans seront bien contents, et je pense à un fan en particulier du titre suivant dont je vais parler. Je pense à Wayne, puisqu'on a appris cette semaine que Witches va être adapté en série animée. Et alors ça, dans le genre nouvelle improbable et inattendue, ça se pose là. Scott Snyder fera partie de l'équipe d'écriture. Jock participera lui aussi au travail de réalisation de cette série animée. Donc les bases sont plutôt saines, a priori, puisque les deux co-créateurs sont présents dans le projet. Et donc c'est Amazon Studio qui nous fait ça. Ça aura fière allure à côté d'Invincible, de la série animée Invincible, je trouve. Après, j'ai beaucoup aimé Witches, donc j'ai hâte, il me tarde de voir en animation ce que ça peut donner, même si j'aurais presque préféré voir ça en live action avec des acteurs de vraies images, parce que l'ambiance est quand même très horrifique, très oppressante, et ça aurait pu être sympa avec des vrais acteurs, quoi. Le dessin sera facile à animer, pas sûr, non. Non, ou alors ça sera quelque chose de très
originales. Mais bon, Jock participe à l'adaptation pour toute la partie graphique, je pense, donc son aide sera précieuse, mais non, je pense pas que ce soit, en tout cas tel que c'est sur le papier, ce sera pas hyper facile à animer. Non, c'est un challenge. En tout cas, j'attends beaucoup de cette adaptation. Euh, J'attends surtout une atmosphère. Voilà. Mais on reparlera des adaptations tout à l'heure. La troisième news que j'ai relevée, elle est tombée il y a assez peu de temps, puisque nous avons appris que l'univers de White Knight, que je découvre depuis quelques semaines, Batman White Knight, va encore s'étendre. Après une série autour de Harley, après deux petits one-shots, enfin no one-shot, une micro-série en deux parties autour de Red Hood, c'est une nouvelle mini-série qui va débarquer, qui s'appelle Generation Joker, par Katana Collins. Katana Collins, c'est la femme de Sean Murphy, et c'est elle qui a déjà écrit la fameuse mini-série autour d'Harley, donc elle revient dans cet univers, et puis Clay McCormack pour travailler le scénario également avec Katana Collins. Et la partie graphique sera assurée par, et ça va faire plaisir à pas mal d'entre vous je pense, Mirka Andolfo, de Sweet Paprika notamment. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Moi je découvre avec plutôt pas mal de plaisir l'univers White Knight. J'ai lu la première mini en Urban Nomad, la deuxième arrive dans ma pile de lecture, elle est juste là. Bon, d'ici à ce que ça sorte un Urban Nomad, hein, on a le temps d'en faire, des off-panel, mais en tout cas ça me plaît bien. Je suis plutôt content de voir cet univers un peu se développer, parce qu'il a vraiment beaucoup de potentiel, en tout cas sur la base de la première série. C'est la seule base que j'ai pour le moment. Et puis, on va rajouter une quatrième news parce que ça fait tellement plaisir à Gigos. La quatrième news, c'est l'annonce apparemment par Panini de l'omnibus Silver Surfer par Dan Slott et Michael Red. Série préférée de Gigos chez Marvel. Et série qui avait eu très très bonne presse à l'époque où elle était sortie, donc sans doute une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. Il va juste falloir se poser la question du rythme sur les omnibus. Entre ne pas en faire du tout et en sortir un par semaine, il y a peut-être un petit équilibre à trouver du côté de chez Panini. C'est bien de rattraper son retard, mais bon, ce serait peut-être bien de ne pas nous étouffer non plus. Et salut Ellie, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien en ce dimanche. Voilà pour l'actu. L'actu de la semaine, elle est assez rapide. On va surtout passer au débrief. Le débrief qui commence comme chaque fois par la partie book haul, c'est-à-dire qu'est-ce qui est entré dans la pile de lecture cette semaine. Eh bien, un seul truc, un seul bouquin cette semaine est arrivé. Il s'agit de ça. Alors oui, la couverture est absolument somptueuse, je suis d'accord. Ça s'appelle Si je n'existais pas, c'est signé Kat Cueva et c'est dans la collection R. Je vais essayer de vous mettre la couverture, voilà, pour que vous puissiez bien la voir, parce que graphiquement elle est très chouette. Alors ça sort techniquement le 16 février, mais j'ai eu la chance de remporter un concours en ligne sur le compte Instagram de la collection R, et du coup j'ai pu recevoir ce roman qui ne sort qu'en fin de semaine, fin de semaine à venir. Là. Je l'ai reçu en début de semaine. Un petit peu en avant-première, donc j'avoue que celui-là, je le regardais, donc tant mieux d'avoir gagné ce concours, du coup, ça me permet de l'avoir à moindre frais, n'est-ce pas. Donc c'est signé Kat Cueva, que je ne connaissais pas, et je vais vous lire le résumé, le mettre à l'écran en même temps, en espérant que la mise au point se fasse. Alors je vais peut-être juste, voilà, le mettre comme ça. Camille aime les livres plus que tout, ils sont son refuge dans le fracas du monde. À vrai dire, le monde, elle le fuit. Tout bascule lorsque, dès son premier jour au service des archives de la bibliothèque de la ville, elle découvre un mystérieux roman dans lequel apparaît mot pour mot un texte tiré de son journal intime. En réalité, le roman entier semble raconter la vie de Camille, incarnée par le personnage d'Alice. Profondément chamboulée, la jeune femme se lance à la recherche de l'auteur du roman, au risque de s'y perdre. Et on nous dit un thriller labyrinthique aux frontières de la raison. J'avais été plutôt très hypé déjà par le résumé, par la campagne de com de la collection R autour de ce titre-là. Autour de alors ce roman il existe ou pas, réponse le 16 février, etc., etc. Enfin voilà, toute une com un peu méta autour de l'existence même du livre, des personnages, etc.
que j'avais trouvé très efficace. Et puis la couverture, quoi, la couverture, elle est quand même assez intrigante. Donc j'ai commencé, j'en suis au chapitre 1, je vous ferai un débrief une fois que je l'aurai terminé. Ce sera sans doute dans le débrief de la semaine prochaine, mais en tout cas, je suis bien content d'avoir reçu ça. Voilà. Je me doutais que tu dirais ça, Gail. Et alors, les lectures de la semaine, quelles sont-elles? On va remonter un petit peu la cam parce que, hop, ce ne sont plus des romans. On va commencer par du comics et on va commencer par un rattrapage. J'ai commencé par rattraper ça. Et puis quelques autres qui sont là, mais on va y aller dans l'ordre. Flash, je me suis mis à jour sur Flash. J'avais 6 singles de retard, donc j'ai rattrapé. Alors, commencer par cet l'annual 2022, Love on the Run. C'est signé Jeremy Adams pour le scénario et c'est signé Daniel Acuna pour la partie graphique. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que sur la partie graphique de Flash, bon, on est aléatoirement gâté, j'ai envie de dire en ce moment. On est sur un annual, donc une histoire qui semble comme ça en annexe au run principal, mais qui aura des conséquences bien réelles dans la série plus tard. Elle commence déjà à en avoir d'ailleurs. Iris, non pas Iris, n'importe quoi. La femme de Wally, si, Iris du coup, a sorti un livre. Elle a sorti un roman. Enfin, elle se prépare à sortir un roman que Wally n'a toujours pas lu. Et du coup, dans cet annual, il va lire le roman de sa femme et découvrir ce qu'il en est, découvrir un petit peu cette histoire qu'elle a écrite, qui est tout simplement pas Linda, pas Iris, n'importe quoi, qui est tout simplement, non mais n'importe quoi, Ellie, tu as bien raison, c'est Linda, qui n'est tout simplement qu'une version à peine modifiée de son histoire à elle avec Wally, un héros qui vient la sauver un jour, dont le personnage principal tombe amoureuse, etc., etc. Voilà. Elle a un petit peu fictionnalisé son histoire d'amour avec Wally pour en faire un roman d'aventure. Et donc on va suivre toute l'histoire de ce roman. Et en parallèle, on va suivre quelques événements de la vie réelle des deux personnages. Donc voilà, ce fameux héros qui vient sauver l'héroïne du roman. Et ce qui est le plus intéressant, en dehors de cette petite anecdote, c'est la nouvelle qu'on apprend à la fin de cet annual. Une nouvelle qui va changer sans doute le quotidien dans les semaines et mois à venir pour le couple. Et c'est assez intéressant de voir ça revenir, ce genre d'intrigue revenir. Voilà, on est sur vraiment un point de shot autour de l'histoire entre Linda et Wally, de ce qui se prépare pour eux. Je pense que là j'ai été plutôt assez clair. Sur fond de lecture du roman de Linda. Et ouais, il est sympa cet annual. Je trouve qu'il est plutôt très, très bien. Jeremy Adams a bien écrit. Acuna est très très bon au dessin. Non, c'est un des meilleurs chapitres de Flash, je pense, de 2022. Maintenant que j'ai tout lu ce qui est sorti en 2022, on est sur un des meilleurs. Et puis après, on est parti sur ça. Sur un numéro 787 avec le retour de Fernando Pasarin au dessin. Donc là, on est sur autre chose graphiquement. Et on est sur un numéro qui semble être un one-shot, qui aura sans doute plus de conséquences que ça, mais qui semble être un one-shot, sur une espèce de ligue de catch interdimensionnelle. Où les combattants du coup du match du jour que regarde Wally à la télé arrivent dans sa ville et commencent à se battre dans sa ville, à tout péter, etc. Et Wally va intervenir et se retrouver du coup et devenir malgré lui la star de ce show de catch intergalactique, interdimensionnel. Donc on va suivre comme ça les combats, etc. Voilà. Et Wally va ensuite revenir à sa vie. Très anecdotique, un numéro, même maintenant avec quelques numéros de plus dans les pattes, je me demande l'intérêt de celui-là. Un épisode autocontenu, certes,
Bon, clairement, autant l'annual c'était le meilleur de l'année 2022 peut-être, autant celui-là, on est clairement dans le bas du tableau. Et puis derrière, on a ça, un arc en deux parties, 788-789, autour du nouveau maire de la ville, qui n'est autre que l'ancien directeur de la prison de Iron Heights, qui a engagé les Rogues pour devenir les policiers de la ville, de Central City. Et évidemment, Flash ne l'entend pas de cette oreille et va un petit peu essayer de comprendre le pourquoi du comment et d'essayer d'empêcher les Rogues de commettre sans doute une mauvaise action sous couvert d'être les policiers officiels de Central City. Voilà, il n'a aucune confiance en eux et clairement il le fait savoir et il va se mettre un petit peu à leur trousse et un peu empêcher de tourner en rond et du coup devenir l'espace de 2 numéros à hors-la-loi dans sa ville. Assez sympa parce que ça nous ramène un personnage que j'aime beaucoup et qu'on ne voit pas assez souvent, qui mériterait un peu plus. Alors je ne sais pas si on le voit tout de suite. Voilà. Pied Piper, ça faisait un bail, j'ai l'impression qu'on ne l'avait pas vu, en tout cas trop longtemps pour moi. Et du coup, on le voit tenir un rôle assez chouette dans cet arc en deux parties, donc c'est plutôt agréable. Alors après, on est sur Fernando Passarin, c'est clairement pas le style de Daniel Acuna comme on a eu sur l'annual. On est sur quelque chose de plus simple pour moi. Alors ça fonctionne sur certaines pages comme celle-là, et puis sur certaines autres, on sent un côté un peu rétro. Bon. En tout cas, petite enquête en deux parties sur Wolf en tant que maire, pourquoi, comment, enfin qu'est-ce qui... Voilà. Et enfin, et c'est pour ça que je voulais rattraper, la fameuse One Minute War qui a démarré dans le 790, donc j'ai lu 790-791, les deux premières parties de One Minute War, qui est donc un événement en 6 parties, je crois, qui se déroule en 1 minute dans la vie de la Flash Family. Une invasion extraterrestre qui commence à la seconde zéro de cette minute-là, et tout le combat qui va s'en suivre, tout ça à l'échelle d'1 minute dans la vraie vie. Mais à la vitesse de la Speed Force, forcément, ça paraît beaucoup plus long que ça, donc c'est assez intéressant de vivre les choses du point de vue des personnages en termes de temporalité. Ce premier chapitre, alors qui est-ce qui dessine? On nous dit Cruz, mais ça serait bien d'avoir son prénom. Roger Cruz. Tout commence par un barbecue dans le jardin de Wally et Linda. Tout va bien. Mais une menace se rapproche et au fur et à mesure du numéro, on va voir tout le monde, un petit peu tous les protagonistes, les futurs protagonistes de cet arc découvrir ce vaisseau qui va arriver, qui va se poser sur Terre et qui va petit à petit libérer des forces. Voilà, voici l'atterrissage. Très spectaculaire, très impressionnant. Le fait que le temps s'arrête apporte vraiment une espèce de gravité et d'intensité dans les événements de ces deux premiers chapitres que j'avais pas ressenti depuis un moment sur Flash. Ça met vraiment une espèce de poids et quelque chose de très marquant. Et ça renforce aussi énormément la puissance des ennemis là, qui vont être à affronter dans cette One Minute War. Et voilà, il y a vraiment un truc d'hyper violent, d'hyper brutal dans leur arrivée. Voilà, on sent que c'est quelque chose... on sent que c'est quelque chose d'important pour les personnages. Maintenant, il y a beaucoup de choses aussi qui restent en suspens parce que forcément, il n'y a qu'une minute qui s'écoule. Mais dans cette minute-là, il va se passer, on le sent, une tonne de choses. Et il y a un énorme suspense autour de Linda notamment, qui
qui a été un peu victime de tout ça et on ne sait pas trop dans quel état elle est et dans quel état elle sera une fois que le temps va reprendre son cours normal. Il y a un vrai truc autour de ça, d'où l'importance de l'animal juste avant et de ce qu'on apprend, qui ne fait que renforcer ça. Et alors autant 787, 788, 789 avec les Rogues, tout ça machin, et le catch intergalactique, bon, aussitôt lu, aussitôt oublié à mon avis. Autant One Minute War, clairement, ça s'annonce comme quelque chose de beaucoup plus épique, beaucoup plus impactant, beaucoup plus important dans le développement. Ouh là là, tout se casse la gueule. Beaucoup plus impactant dans le développement des personnages et de leurs relations. Donc voilà. Je pense du coup pour te répondre, Xav, c'est terrible parce que quand tu parles du ongoing, ça donne envie d'y aller à chaque fois, le budget est moins. Tu peux faire l'impasse sur ce qui est avant et peut-être choper le TP quand ça sortira juste de la One Minute War parce que ça, je pense que ça va être marquant et ça va être vraiment bon. Pour le reste, bon. Voilà. Ce qui se passait pendant la Crisis peut être intéressant, notamment par rapport à Barry aussi et tout ça, mais là, voilà, on a eu une espèce de ventre mou de quelques numéros qui faisaient l'intermède et clairement tu peux passer. Et peut-être reprendre juste sur cet arc-là en TP, voilà, je pense que ça peut faire un TP très très chouette. Deux parties pour le moment, il y a un gros one-shot qui vient de sortir, je crois, cette semaine, que je recevrai du coup la semaine prochaine, euh, qui a l'air assez cool. Et voilà, on sent l'event, enfin c'est pas un event, c'est juste un arc dans une série, mais qui a le niveau d'impact d'un event par rapport à l'univers de Flash. Donc ça va être, je pense que ça va être cool. Et là, on retrouve un Jeremy Adams bien meilleur que sur les 3 numéros précédents. C'est très fluctuant son niveau d'écriture. Euh, Ça passe de sympa mais très oubliable à hyper enthousiasmant d'un numéro à l'autre. C'est assez déstabilisant. Donc à voir. Mais pour le moment, en tout cas, sous les deux premières parties, ça démarre très très bien. Et ça me hype. Ça fait un petit moment que j'avais pas été hypé par Flash. Et pourtant, c'est Barry. Enfin, c'est pas Barry justement, c'est Wally. Donc là, je suis content. J'ai repris ça aussi cette semaine, après plus de 2 ans, je crois, d'interruption. Je crois que le tome 50 était sorti pendant le confinement. Et ouais, je crois que c'était ça. Kingdom de Yasuhisa Hara, toujours chez Meian. On en est au 51e volume. J'avais très peur au moment de commencer de me dire mais tu vas te rappeler de rien, c'est pas possible. À part que c'était la guerre, voilà, j'avais pas d'énormes souvenirs sur là où on en était resté à la fin du tome 50. Et Meian fait super bien le job parce que après le tome 50, il y avait justement eu une longue pause parce qu'on avait, je crois, rattrapé, ou on était en passe de rattraper la publication japonaise. Et du coup, ils ont levé le pied et ils ont arrêté la publication pendant un bon petit moment. Et du coup, ils savaient très bien que tout le monde risquait d'avoir oublié ce qui s'était passé dans les 50 premiers tomes. Et du coup, ils ont fait particulièrement bien le job avec euh, plusieurs pages de récap. Donc on a une première page sur l'univers de Kingdom qui nous présente vraiment les personnages principaux, la chronologie du règne de Elsei, un petit résumé des tomes précédents en bas, et surtout, comme on est en pleine guerre, on a droit derrière à Zhao, donc qui est l'état de Zhao, qui est l'état ennemi actuel de l'état de Qin. L'état de Qin, donc toutes les forces en présence d'un côté, toutes les forces en présence de l'autre, avec un petit résumé de qui en est où, qui est qui, par rapport à qui est mort il n'y a pas longtemps, etc. Et c'est même pas terminé, puisqu'on nous fait un petit résumé des stratégies en cours, où est-ce qu'en sont les batailles à la fin du chapitre 50, quels sont les enjeux, etc. Et tout ça de manière très bien mise en page, etc. Enfin, hyper efficace. Donc vous voyez, on a quand même 5 pages pour nous remettre dans le bain de textes et de petites infographies. Et elles étaient très nécessaires et surtout suffisamment complètes pour qu'on attaque le tome 51 directement sans aucun problème. On a l'impression de ne rien avoir raté, d'avoir lu le 50 la semaine dernière. En plus, l'écriture de Yasuhisa Hara est suffisamment excellente
pour que tout de suite on se retrouve à la maison. Et bah voilà, ça déroule. On est en pleine guerre, on est sur un tome de bataille. Voilà, que de la bataille, de la bataille, de la bataille, beaucoup de stratégie, de discussions de stratégie dans les quartiers généraux des deux camps. Et on découvre un petit peu les manigances, la façon de placer ses troupes des deux États, etc. Enfin voilà, ce qu'on a l'habitude de lire depuis le début sur Kingdom et ce qui fait mouche à chaque fois. Et là, bah, ça marche encore. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, meilleur c'est. Alors déjà graphiquement, oui, c'est clair. Et en termes d'histoire et de profondeur, de pédagogie autour de la stratégie militaire, etc., bah c'est vraiment très très remarquable. Il y a des relations qui évoluent entre les personnages. Vraiment, si je sais que je suis pas le seul à avoir eu une interruption après le numéro 50. Et je pense que, comme moi, ceux qui ont repris après quelques mois, voire 1 ou 2 ans d'interruption, ben, on est repiqué, ça y est, on est à nouveau contaminé, et c'est reparti pour la suite de la saga. J'ai le 52 qui est quelque part dans le coin, et ça va continuer, ça va dérouler derrière. Et c'est reparti pour Kingdom, et c'est tout aussi bon dans cette deuxième partie. Décidément, 2022, retour de saga, retour de Kingdom, après des interruptions. Bonne année 2022. Le 52, il me tarde et je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors peut-être que je lirai plutôt quelques blocs de tomes et puis voilà, on fera des points parce que sinon on n'a pas fini de faire des points. J'ai encore un comics à aborder, mais avant ça, la lecture roman de cette semaine parce que ouais, j'ai encore bouclé un roman cette semaine. Alors pareil, hein, dans le genre, le type découvre des trucs après tout le monde. La semaine dernière, c'était Dry, qui était sorti depuis quelques années. Et là, on remonte encore plus vieux, plus en arrière, parce que c'est Phobos. Phobos, ça fait... combien de temps ça fait que c'est sorti initialement? Alors celui-là, il a été imprimé en juin 2017, et c'est juin 2015 pour le dépôt légal du tome 1. Voilà. Phobos de Victor Dixon, il est trop tard pour regretter, nous dit-on en sous-titre de ce tome 1, qui est le tome 1 sur 4 plus un volume 0. Et bah, la lecture, je comprends. Je comprends pourquoi toute une partie des bookstagrammeurs, des booktubers et compagnie a autant dit de bien de ce truc-là. Et pourquoi Victor Dixon est devenu autant populaire dans la littérature young adulte. Il y a même une BD, oui, Gigos, qui a été faite depuis. Effectivement, je l'ai vue. Euh, bah ouais, c'est assez redoutable. C'est assez redoutable comme écriture. Alors pour ceux qui seraient passés complètement à côté jusque-là et qui ne sauraient rien de ce qu'est Phobos, eh bien regardons un petit peu, comme d'habitude, la quatrième de couverture. 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Autant vous dire que c'est pas là-dessus que j'ai été happé. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Et on va suivre principalement Léonore, qui est une orpheline de 18 ans, une des 6 jeunes femmes qu'on trouve dans le vaisseau. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour en aller sans retour. On est sur le thème évidemment de la télé-réalité, de dating. On est sur le thème de la conquête spatiale, de la fin de l'humanité sur Terre, enfin l'humanité qui se sait condamnée sur Terre et qui se prépare à coloniser d'autres planètes, Mars. Dans ce cas-là, et du coup on en profite pour pour en faire un grand show de télé-réalité, ah oui, un peu à la Netflix, oui, on est sur des concepts de télé-réalité à la Netflix, clairement, Ellie. Il faut savoir que dans cet univers-là, le gouvernement américain a vendu la NASA quelques années plus tôt parce que plombée financièrement, trop coûteuse pour l'État, le président, qui est un président ultra-populiste,
a été élu aussi pour faire le ménage dans les finances des États-Unis. Et du coup, il a commencé dans ses premières mesures par vendre la NASA à un groupe privé qui du coup a lancé le programme Genesis pour aller coloniser Mars et en faire cette espèce de gigantesque show de télé-réalité spatiale. Et c'est ultra redoutable, ultra efficace. Évidemment, il y a cette partie un petit peu romance autour du dating, des séances de speed dating entre les filles et les garçons qui permet de rythmer un petit peu le côté télé-réalité, mais le plus important, le plus intéressant, c'est tout ce qui est autour en fait. La construction de cette émission de télé-réalité, les magouilles qu'il y a derrière. Il y a un petit côté, je ne sais pas si vous connaissiez la série qui date depuis maintenant quelques années, qui s'appelait Unreal. Série télé Unreal autour justement de la télé-réalité, notamment les télé-réalités de dating, et tout ce qu'on fait pour magouiller, manipuler un petit peu les spectateurs, etc. Il y a vraiment de ça quand on suit le hors-champ. Parce qu'on a des chapitres qui s'appellent les chapitres champ, donc qui sont tout ce qu'on voit dans le vaisseau, tout ce qui se passe dans le vaisseau, et les chapitres hors champ qui sont justement la production, la vie privée de la productrice, les choses qui se passent un peu sur Terre, etc., les magouilles, etc. Et il y a de sérieuses grosses magouilles, pas forcément financières, hein, mais ces jeunes gens, on le sait depuis le départ quasiment, hein, au bout de 3 ou 4 chapitres, on le sait, sont envoyés à la mort en fait. Parce qu'on a déjà envoyé des animaux sur la colonie qui est installée sur Mars, et ces animaux n'ont jamais survécu plus de 9 mois. Et on sait très bien que ces 12 jeunes gens, on les envoie à la mort, parce que au pire, enfin plutôt au mieux, ils passeront 9 mois sur Mars et ils crèveront. Et du coup, on a tout le cynisme de cette entreprise privée, de cette productrice absolument dégueulasse et détestable, qui a seul pour seul objectif de faire le meilleur show de télé-réalité possible pour que le monde entier le regarde, des milliards de téléspectateurs le regardent, et s'en mettre plein les poches et faire passer leur mort pour un tragique accident. Elle a tout prévu. Elle a tout prévu pour que leur mort soit même rentre dans le scénario, etc., de cette télé-réalité et devenir une espèce de sainte au regard du monde. Enfin bref, c'est assez effarant. Et ça fonctionne très très bien, c'est très addictif, on lit ça super vite. Et on en veut presque à l'auteur parce qu'à la fin du premier tome, on se quitte sur un énorme suspense parce qu'il avait prévu ça comme une saga et il a bien su à quel moment il fallait s'arrêter. Et l'attente a dû être interminable pour ceux qui attendaient le tome 2 et qui avaient suivi ça dès la parution du premier en temps réel. C'est vraiment, vraiment redoutable. Personnage principal de Léonore qu'on voit ici, à la fois sympathique et détestable. Voilà. C'est assez étrange. J'aurais bien aimé qu'on nous parle plus des autres personnages, qu'on voit plus le point de vue des autres personnages. C'est vraiment elle la narratrice principale et on voit vraiment beaucoup de choses de son point de vue là. Et je pense qu'il y en a d'autres qui sont autant, voire plus intéressants qu'elle et ça aurait été cool de les suivre aussi. Peut-être dans les prochains tomes, maintenant que tout le monde, tout s'est mis en place, etc. Peut-être qu'à partir du tome 2, on va avoir. J'ai failli vous faire un gros spoil. Peut-être qu'à partir du tome 2, on va avoir voilà, un peu plus de point de vue intérieur des autres personnages, parce que ça je l'attends. Mais en tout cas, très bien, très solide, très addictif, très bien écrit. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Pas très long, enfin pas très long, on a quand même plus de 400 pages, mais ça se lit. Ça se lit vite. Ça se lit vite. Donc. J'avais cru entendre qu'une adaptation était prévue pour ça. Alors ça a été adapté en BD, mais j'avais cru entendre qu'on avait quelque chose sur le feu en série ou en film, je ne sais plus. En tout cas, ça se lit très très bien. Mais je ne sais plus. Et puis la dernière lecture de la semaine, c'est une lecture comics. C'est le numéro 6 sur 6, pour le moment en tout cas, mais je pense que c'est terminé, de Mindset par Zach Kaplan et John Pearson. Je vous avais débriefé les 5 premiers il y a quelques temps déjà. La mini-série fait partie de mes coups de cœur de 2022. J'attendais avec impatience la fin, avec ce 6e numéro. Et tout en ayant ce petit doute, parce que la fin du numéro 5, on se disait, ça va être compliqué de tout faire rentrer à la fin, de tout conclure, sans être frustrant. C'est globalement réussi. Globalement, la conclusion est réussie. Toujours donc Zach Kaplan en scénario, toujours John Pearson à la partie graphique, qui ressemble de plus en plus à Martin Simmons sur Department of Truth quand
quand on voit cette partie graphique. Et la conclusion de tout ça, de toute cette intrigue, de manipulation mentale via une application, et via un signal lumineux qui permet de rentrer dans la tête des gens et de changer leur état d'esprit, voire même carrément de manipuler leur comportement. Et on a fait des découvertes assez incroyables dans le numéro 5, et là on a le climax, quoi, l'explosion finale, la résolution de tout ça. Et ça marche bien. Je vous renvoie au précédent live, au précédent stream pour savoir un peu plus sur les premiers numéros. Parce que je ne vais pas les résumer là aujourd'hui, hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je ne voudrais pas spoiler ou quoi que ce soit, parce que maintenant que j'ai lu la fin, mon résumé risque d'être influencé par cette conclusion. Parce que du coup, on voit notamment avec les révélations du numéro 5, on voit tout le reste de la série depuis le départ un peu d'un autre œil. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'écriture de Kaplan. Ça sera resté solide de bout en bout, et ça sera resté quelque chose de maîtrisé plutôt de bout en bout. Le style de dessin me freine, même si je trouve pas ça moche pour autant. Je comprends. On est sur un même parti pris qu'à la Department of Truth, où on lit le même genre de commentaires que ce que tu fais là, Xav, sur la partie graphique. C'est pas moche, on reconnaît quelque chose d'ambitieux, un talent certain chez l'artiste, donc ici John Pearson et puis Martin Simmons dans Department, mais pas mal sont rebutés et ne lisent pas ces deux séries pour ça. Et je peux le comprendre, parce qu'en termes de lisibilité, c'est quelque chose d'assez déstabilisant, d'arriver à suivre un petit peu des fois, parfois même dans quel ordre il faut lire les cases, etc. On a une mise en page qui est tellement particulière, et une composition graphique, et des styles de dessin qui sont tellement particuliers que parfois en termes de lisibilité, on peut s'y perdre, et puis c'est clairement pas habituel. Donc non, je comprends bien ta réticence. Je sais pas si ça sortira en français, je verrais bien ça sortir chez quelqu'un comme Comics Initiative, et je crois d'ailleurs c'est eux qui l'ont pris et qui vont le proposer. Et c'est très bien que ça sorte en un album, en plus quelque chose qui se lit d'une traite, ça sera assez redoutable et efficace. Ça a été annoncé, bon bah voilà. J'avais l'info, mais je savais juste pas si elle était déjà diffusée. Donc j'ai pris des pincettes. Bon bah voilà, Mindset, Zach Kaplan, John Pearson. Si vous avez l'occasion de le lire quand ça sortira en VF, foncez. Bon, en tout cas pour moi, foncez. Allez, on va faire un petit saut dans le futur pour voir ce qui va sortir la semaine prochaine. En manga, en comics, et même peut-être en roman. Quelles sont donc les sorties que moi j'ai retenues en tout cas sur la semaine prochaine? Alors, on a une nouveauté manga, Windbreaker, chez Pika, de Satoru Nii. Je ne sais pas qui est cet auteur, mais en tout cas sur le pitch, ça m'a paru suffisamment intriguant pour... alors évidemment, le pitch, je l'ai plus sous les yeux, hein, donc je vais le rechercher. Hop, on va aller évidemment sur le site de Pika. On nous dit que Akura Sakura est le genre de lycéen qui fait passer la baston avant les révisions. Il débarque dans un nouveau bahut, connu pour être celui avec le pire taux de délinquance du pays. Et lui, son intention, c'est juste d'aller se frotter à tous les castagneurs un petit peu de cet endroit pour devenir le number one, voilà, tout simplement. Mais un événement qui va se passer au tout début va un petit peu changer son point de vue et sur ce lycée-là et sur les élèves. Voilà, en gros. Voilà. C'est un pourquoi pas, c'est un à découvrir. J'attendrai de voir les avis sur ça. Il y a 2 tomes qui sortent d'un coup. Chez Mangetsu, c'est les enfants d'Hippocrate, numéro 6, tome 6. Et ça, je sais que ça a pas mal de très 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 bons échos en termes critiques. Que les lecteurs qui ont commencé les enfants d'Hippocrate sont tous plus ou moins conquis
par ce truc-là, qui nous parle de l'histoire de pédiatre au Japon. Je crois que c'est au Japon. Une histoire qui a l'air assez touchante, pleine d'humanité, etc. Voilà, des excellents retours. On est déjà au tome 6. Ah, j'adore les enfants d'Hippocrate. Bah voilà, Gigos fait partie de ces personnes qui ont testé et approuvé. Et je sais que ça a excellente presse et que du coup, ce tome 6 doit être attendu par pas mal d'entre vous. J'ai pas commencé parce qu'il y a un moment, il faut faire aussi des choix sur ce qu'on lit. Même auteur que le bateau de Thésée. Ouf, alors là, on est sur du très lourd, du coup, j'avais même pas fait le rapprochement. Toshiya Higashimoto. J'avais même pas fait le rapprochement que c'était le bateau de Thésée. D'accord, bah je comprends mieux les retours du coup, parce que le bateau de Thésée, on est quand même sur quelque chose d'ultra remarquable. Qu'est-ce que j'avais aimé lire ça. Ok, je comprends l'engouement maintenant. Merci Gail pour cette info. En comics VF, on a Radiant Black, le tome 2, et il y a une bien chouette couverture choisie par Delcourt pour ce deuxième tome de Radiant Black. Deuxième tome de Radiant Black qui est très chaudement conseillé par mes soins. Vous pouvez y aller. Moi, en même temps, si vous avez lu le premier tome, je pense que vous êtes déjà convaincu avant même d'attendre mon avis et que vous serez de la partie, c'est clair. Et puis chez Urban, on a Sleeper, le tome 2 de Brubaker et Phillips, ce fameux premier travail de Brubaker et Phillips ensemble, qui continue à sortir chez Urban. Et puis en VO, les revoilà, les 8 Billion Jennies. Ils reviennent enfin après une interruption de 2 ou 3 mois qui m'a paru à moi une éternité. Le numéro 7 sur 8, il n'en reste plus que 2. Et donc c'est parti pour le numéro 7 sur 8 qui va aller de l'année 8 à l'année 80 puisqu'on est parti sur les 8 decades cette fois-ci. Et bah évidemment, inutile de vous dire que celui-là, j'ai hâte. J'attends Sleeper cette semaine et Salamandre chez 404. C'est vrai qu'à Salamandre chez 404, j'ai zappé de prendre le visuel. Salamandre, ouais. Qui va sans doute être le raz-de-marée de cette semaine. Image d'anthologie pour les 30 ans de l'éditeur se termine avec son 10e numéro. Ce sera mercredi. On a aussi la fin du premier arc de The Dead Lucky dans l'univers Radiant Black, justement. On aura aussi le 2e numéro de Mosley par Rob Guillory. Un premier numéro qui n'avait pas été un coup de cœur pour moi, mais que j'avais franchement bien aimé. Donc on va voir. On va voir sur quelle base on part. Et puis en roman, évidemment, le fameux Si je n'existais pas de Kat Cueva dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le book haul de la semaine, qui aurait fait partie de mes attentes de la semaine, quoi qu'il arrive. Donc il ne reste plus qu'à le lire, j'ai envie de dire. La bonne nouvelle, c'est qu'il est assez court. Ça, c'est pour le futur. Mais si on remonte dans le passé, pour un petit instant Origin Story, qu'est-ce que j'ai choisi pour cet instant Origin Story aujourd'hui après vous avoir parlé d'Action Comics numéro 1, après vous avoir parlé de Saga numéro 1, on va s'intéresser à un autre énorme monument, assez récent, enfin en même temps, ça a pas loin de 20 ans maintenant, je crois, hein, déjà le premier épisode. Dans le genre fondateur de ce que sont les comics actuels, ça se pose là quand même. The Walking Dead numéro 1. Alors je n'ai pas la date de sortie exacte du premier numéro, c'est la preuve que j'ai très bien préparé ce off-panel, donc je vais tout de suite faire la recherche. The Walking Dead numéro 1 est sorti. Bon, en même temps, je peux aller chercher sur League of Comic Geeks, ça sera plus simple, n'est-ce pas? Alors évidemment, pendant ce temps, je ne vois plus vos commentaires. Ça se trouve, il y en a qui me donnent déjà la date exacte de sortie de ça. Alors, The Walking Dead, où est-ce que c'est? Oh bah c'est super bien classé, décidément. 2003, nous dit-on. Donc on est effectivement sur 20 ans. Alors il y a tellement d'exemplaires du numéro 1 que pour retrouver le vrai premier numéro, où est-ce qu'il est? Il doit être tout en bas, j'imagine. Oh, il y a un nombre. Alors là, si vous avez l'occasion, le 8 octobre 2003, si vous avez l'occasion d'aller sur League of Comic Geeks et que vous cherchez The Walking Dead numéro 1,
Je n'ai jamais vu autant d'éditions d'un numéro 1 que ça. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est la preuve que ce truc-là a quand même été 167 variantes. Oui, on doit être là-dedans. On doit être là-dedans. Qui sont en fait pour beaucoup des rééditions du numéro 1, qui a été multiples fois réédité. On est sur quelque chose évidemment, je vous disais, de fondateur, qui a ouvert aussi sans doute cette hype autour des adaptations, notamment à la télé, parce qu'on se rappelle du succès de la série sur AMC. Tout le monde, je crois, ici, a en tête ce Previously on EMC, The Walking Dead, devenu mythique dans l'inconscient collectif pour tous ceux qui suivent les comics et qui suivent les adaptations et les séries télé. Cette voix off qui nous dit ça, ça s'est resté dans la tête de tout le monde, clairement. Et ça montre aussi l'impact du truc sur la pop culture actuelle. On va regarder le numéro 1. Alors moi, c'est la version deluxe que j'ai de ce numéro 1, donc la version en couleur. Donc où on va découvrir ce jeune... moi, je découvre The Walking Dead en deluxe petit à petit avec la page de Kirkman qui explique son cheminement à la fin et qui est d'ailleurs passionnante, cette page à chaque fois. Cette édition deluxe, elle est vraiment bien foutue. Et bien évidemment, voilà, tout commence par ça. Hein. Tous ceux qui lisent The Walking Dead se rappellent de ça. Le début, cette opération du jeune Rick. Regardez comme il est jeune et fringant. Au tout début, quand on le compare à ce qu'il est devenu par la suite. Qui se déroule mal pour lui puisqu'il finit blessé et il se réveille quelques jours plus tard dans un hôpital silencieux où il va faire sa rencontre avec le premier des zombies de la série. Et c'est pas le dernier qu'on va voir. Et voilà, et ces pages déjà très très marquantes graphiquement. Elles sont tout autant marquantes en couleur qu'en noir et blanc, je trouve. Et alors, ce qui est intéressant, c'est, vous l'aurez remarqué, il y a une image que tout le monde connaît de Walking Dead. Tout le monde connaît cette image du premier épisode de la série télé. Et tout le monde, au moment où on bascule de la série aux comics, découvre qu'en fait, ben non, il n'y a jamais eu ce warning Dead Inside, là, écrit en gros sur la porte. Non, ça n'existe pas dans le comics. C'est vraiment une création de la série télé. Et cette image qui est devenue depuis mythique, ben en fait, la porte, elle est vide. Il n'y a rien d'écrit sur cette porte dans la version papier. Et pourtant, cette image est devenue tellement impactante grâce à la série qu'on a l'impression que ça ne pouvait que venir de la BD. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Donc là, voilà, on a Rick confronté à l'horreur du monde qui va rencontrer les premiers survivants. Morgan Jones et son enfant. Et voilà, on a déjà beaucoup des concepts de la série qui sont posés dès ce numéro 1. Un numéro qui est assez impactant, assez touchant par rapport à ce que découvre Rick. La violence de ce qu'il vit, elle est parfaitement bien retranscrite à l'écrit par les dialogues et aussi par les dessins de Tony Moore, parce que c'est Tony Moore au début, avant que ce soit Charlie Adlard à partir du numéro 7, je crois. Et puis effectivement, Xav le disait, à la fin de cette version de luxe, on a quelques lettres évidemment, et puis voilà, Cutting Room Floor, qui est la fameuse page où Robert Kirkman nous explique ses façons d'écrire. Voilà. D'ailleurs, il nous parle du Note for TV fans. Sur la page 5, vous remarquerez l'absence du Damned Dead Open Inside, qui est marqué sur la porte de la cafétéria, qui était une adaptation du All Dead Do Not Enter, qui viendra plus tard dans la série comics, et qui a été ajouté dès l'épisode pilote, ce que nous disait Xav, justement. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça, où on reprend page par page le contenu de ce numéro 1, une petite galerie de cover alternative, et voilà. Et le départ de 193 numéros, 193 numéros plein de moments ultra marquants, de personnages ultra marquants. On se rappelle tous du numéro 100 et de sa violence. On se rappelle
presque tous de la surprise qu'on a eue au numéro 193 quand on a découvert le mot The End à la fin, alors qu'on ne savait pas que c'était le dernier qui était sorti, qui allait sortir, et tout ça, quoi. Euh, un véritable monument et qui est un truc qui a permis à Kirkman d'expérimenter beaucoup de choses en termes de publication. Allez, il est temps de se poser sur, de revenir du coup en plein écran, et de se poser sur la discussion qui nous anime, qui nous a animé cette semaine, autour des adaptations. Justement, tout depuis le début de ce off-panel tourne vaguement autour du pot des adaptations. Là, on va mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire, et on va regarder un petit peu les réponses que vous avez apportées à toutes ces questions que je posais la semaine dernière autour des adaptations de nos livres préférés, de nos comics, de nos romans, mangas et compagnie. Quel est un petit peu notre regard sur tout ça? Et on va découvrir vos réponses. Ah bah super, là on est sur un truc bien dégueulasse, donc je vais peut-être pas, on va voir si les suivants sont pareils. Et effectivement, bravo Mathieu, euh, tu n'as pas choisi le fond transparent sur tes images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rogner, histoire de que ce soit un peu meilleur et que vous me voyez, hein, tout simplement. Donc ça va demander un tout petit moment de réglage, voilà. Après ça, soyez assurés que j'y penserai. Voilà. C'est un peu mieux. C'est pas nickel, mais c'est un peu mieux. Voilà. C'était le fail de cet épisode. Donc les adaptations, vous êtes 44% à juger qu'il y en a trop. 28% à juger qu'il y en a juste assez. Et 28% de ceux qui ont répondu au petit sticker sur la story Instagram à penser qu'il y en a trop peu. Donc vous êtes, dès cette question, super partagé. La question de l'overdose, clairement, elle se pose peut-être plus par rapport à Marvel, notamment, qu'à d'autres supports. Effectivement, des adaptations, il y en a toujours eu beaucoup. Là où moi je posais la question de cette overdose, c'était aussi par rapport à Marvel qui nous inonde de séries, de films, etc. Et on a quand même eu à un moment ce sentiment de trop plein quand même. Et du coup, d'où le fait que je vous pose la question. Bon apparemment certains en demandent encore plus. Je vous demandais également, l'adaptation de votre livre préféré sort demain. Eh bien, vous êtes 68% à foncer. Donc comme quoi, les adaptations, ça vous plaît. 24% à attendre les avis de manière prudente et 28% à dire que vous fuyez. Parce qu'effectivement, il y a cette espèce de petite crainte. Moi, si mon livre préféré était adapté, d'ailleurs je sais que l'adaptation va arriver, j'ai des craintes malgré tout. Alors il y a des choses un peu rassurantes, comme le fait de se dire... je vais descendre un petit peu ça, tant pis, on verra plus les... Est-ce que l'auteur fait partie de l'équipe qui adapte? Est-ce que son avis est pris en compte? Ou est-ce que ce truc-là va devenir une espèce de soupe, là, de trahison de ce que vous avez adoré lire? C'est toujours assez mitigé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un sentiment toujours assez mitigé au moment d'aborder l'adaptation d'un truc que j'ai adoré. Pour commencer, vous lisez le livre à 38%. Et vous commencez à l'auteur de 8%, vous êtes très peu à commencer d'abord par l'adaptation. Et l'immense majorité d'entre vous a dit peu importe. Donc je pense que selon les cas, ça ne vous dérangera pas de commencer par le film, la série télé ou même le jeu vidéo avant de découvrir le support d'origine. Et si on va un peu plus dans le détail de vos réponses, on va commencer avec celle de Morgoth qui nous dit « Je n'ai rien contre les adaptations. Par moments, cela m'a donné envie de lire l'œuvre originale.
mais j'évite le plus souvent de les regarder car elles sont rarement, à mon avis, fidèles au livre. Après, je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc Morgoth, là, il nous fait une espèce de synthèse de toutes les questions. Euh, Effectivement, le respect de l'œuvre originale, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans tous les commentaires que vous avez laissés, que ce soit en privé, en réponse aux stickers ou en commentaire du post sur Instagram. C'est quelque chose qui est assez régulier. Cette espèce de côté un peu mitigé par rapport à la fidélité. D'ailleurs, est-ce que c'est important pour vous qu'une adaptation soit fidèle au support original, ou est-ce que, au contraire, vous attendez d'une adaptation qu'elle sorte un petit peu des codes et des critères, on va dire, de ce que vous avez lu, que ça vous surprenne un peu, que ça change certaines storylines ou pas, ou est-ce qu'au contraire, vous préférez que ce soit adapté à la virgule près, à l'acte près, à la scène près, et qu'on ne déroge pas à la trame de l'histoire telle qu'elle a été écrite au départ. C'est mieux quand l'auteur a été intégré à l'adaptation. Ça, c'est certain que c'est mieux quand l'auteur a été intégré à l'adaptation, Ploupinet. D'ailleurs, bienvenue à toi. Euh, Mais des fois, même quand il est intégré, il peut être intégré et son avis, bon, voilà, n'est que consultatif. Une série peut varier, un film moins. Euh, donc toi, quand tu commences du coup une série autour de, voilà, une adaptation d'un comics ou d'un roman en série télé, tu t'attends à ce que ça dérive un peu, alors que pour un film, tu préfères que ça reste dans les coups. The Walking Dead est un bon exemple de variation. Ah bah ça c'est clair, The Walking Dead c'est éloigné de la trame du comics assez rapidement. On a vu assez rapidement des ramifications se prendre à gauche et à droite, effectivement. Genre avec Adam Silvera, bah oui, mais là tu touches quelque chose de sacré là. Effectivement, cette, cette adaptation de Ils meurent tous les deux à la fin qui est en cours, à laquelle Adam Silvera, donc l'auteur du roman, avait été intégré, puis il nous a annoncé lors de sa venue en France et du panel qui avait eu lieu que bah, finalement il s'était retiré de l'histoire parce que du projet, parce que la production voulait faire de son livre quelque chose qu'il n'aimait pas, et du coup il a préféré s'en retirer plutôt que de voir son œuvre trahie. Et puis finalement, nouveau rebondissement quelques temps après, il y a quelques semaines, quand on a appris que c'était Netflix qui récupérait le projet et que du coup Adam Silvera était donc l'auteur du roman, de nouveau intégré au projet et de nouveau très enthousiaste parce qu'apparemment ce genre de questions n'avait plus lieu d'être et qu'on faisait de nouveau de son livre quelque chose de fidèle. Oui, les films basés sur John Grisham, j'aime quand ça colle au roman. Ok. Moi, j'ai souvenir d'adaptations littéraires, alors dans les trucs un peu récents, et puisqu'on parle un peu de Netflix, de choses comme 13 Reasons Why, qui pour la saison 1 était ultra fidèle au roman, et qui à partir de la saison 2 bah, part un peu en vrille, parce que du coup la série fonctionne tellement qu'on va faire une deuxième saison, alors que le roman s'était arrêté à la fin, voilà, à la fin de l'intrigue de la saison 1, mais du coup, bah, il fallait continuer à engranger de l'argent et à faire de l'argent sur ce qui avait si bien marché. Du coup, on écrit une saison 2, et bah forcément, on commence à partir un peu en vrille, et puis bah, saison 3, et là, ça devient du grand n'importe quoi. Et il y a beaucoup de projets comme ça, qui, sur la base de la saison 1, sont plutôt très fidèles, correspondent plutôt à l'esprit de ce qui avait été écrit, et qui, une fois que le support écrit n'existe plus, mais que la possibilité financière existe toujours, elle, eh ben on va réécrire, on va continuer au-delà de ce qui était prévu dans l'œuvre originale, et c'est souvent là où on se casse la gueule et on se prend les pieds dans le tapis. Les Stephen King aussi, c'est délicat de voir se détacher du matériel de base. Oui, en même temps, le matériel de base est tellement euh, bien ficelé et que c'est difficile parce que changer un truc dans une intrigue d'un Stephen King, c'est se confronter à une espèce de conséquences un peu en cascade et d'effet papillon qui fera que bah, le petit morceau d'intrigue qu'on va modifier, derrière, il va faire que tout le reste se modifie parce que le tout est quand même très lié en général chez lui. Si on lit l'avis de Léo qui est là, lorsque l'adaptation est une bonne œuvre, j'ai souvent envie d'en voir plus
et donc de me plonger dans les livres. Lorsque c'est mauvais, j'espère oublier ce que je viens de voir, et je laisse peu de chance aux livres. À tort, car ils sont souvent bien mieux réussis. Dans le sens contraire, si le livre a été lu, j'évite les adaptations, car j'ai beaucoup d'attentes. Mais c'est vrai que il y a ça aussi, il y a la question des attentes. Un truc qu'on a aimé, on attend quelque chose, on attend un truc particulier d'adaptation. Et forcément, une partie, voire tout le monde, sera déçu, parce que il y a toujours un moment où ça s'écarte de ce que nous on attendait par rapport à ce qu'on s'était projeté. Puis il y a ce moment un peu délicat aussi où ces personnages qu'on s'était imaginés, surtout quand c'est des romans, on les imagine avec une voix, on les imagine avec un physique particulier, et quand ils deviennent incarnés par un acteur et que ça colle pas avec ce que nous on avait imaginé, ce qu'on s'était projeté, l'adaptation elle marche moins bien du coup. Ou même les décors, les lieux, on se les imagine. C'est encore plus marquant dans le cadre d'un roman d'ailleurs. On s'imagine tout ça, et le moment où ça devient réel et où on le découvre, y a une chance sur deux pour que ça se casse la figure par rapport à nos attentes. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est moins bien avec les séries. Pas vu. Je ne sais pas, Seigneur des Anneaux, je me suis arrêté au Seigneur des Anneaux. Je n'ai même pas vu les Hobbits, je n'ai pas vu la série Amazon Prime. Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, je suis intéressé, mais j'arrive pas à franchir le pas. La série Netflix a dû priver Millard de lecteurs pour Jupiter's Legacy. Ah, oui, là par exemple, oui, on est sur le genre d'adaptation où on parle d'un truc raté. Autre adaptation ratée, le Death Note, le film Death Note. Désolé, mais c'est une bonne grosse bousasse, ce truc-là, et ça trahit le côté magistral du manga et de la série animée. Donc là, quand j'entends qu'une nouvelle adaptation de Death Note arrive, que je me rappelle la dernière en date, ouf, j'ai un peu peur. Faut que ce soit fait avec amour et non pour la monnaie. Et ça, c'est Nicotéis qui nous dit ça sur Instagram. Et le problème, c'est que c'est rarement fait avec amour. C'est souvent fait pour la monnaie. Parce que si on adapte un truc, c'est parce qu'il a fonctionné en bouquin. Et qu'on se dit qu'on va amener des millions de personnes en salle, qu'on va faire des millions de visionnages sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, et compagnie, et qu'on va être source de gros profits. On va pas se mentir, c'est avant tout pour ça qu'on adapte quelque chose. C'est rarement par charité d'âme. Assez inégal en termes de qualité, nous dit Choura Cabrin. Oui, une adaptation, c'est parfois casse-gueule, effectivement. C'est une bonne chose, mettre en lumière des œuvres, et on sait tous que le livre sera toujours mieux. Ça, c'est Sedo Mori qui dit ça sur Instagram aussi. Alors oui, c'est vrai que parfois le côté très médiatisé de certaines adaptations permettent à certains de découvrir des œuvres littéraires ou de bande dessinée qu'ils ne connaissaient pas. Maintenant, est-ce que vraiment quelqu'un qui va voir un film ou une série sur une plateforme et qui va aimer ce film ou cette série va se dire il faut que j'achète le livre, il faut que j'aille le lire, et du coup que je fasse vraiment vivre concrètement l'auteur, parce que ce qui touche son adaptation, voilà. Je suis pas sûr, voilà. Il y a cette espèce de mythe, notamment les adaptations comics, notamment les adaptations Marvel, où on va faire coller l'univers comics à l'univers cinématographique, parce qu'il y a cette espèce de mythe du type qui sort de sa salle de cinéma et qui va se ruer dans un comic shop ou dans une librairie pour vite acheter le comics de ce qu'il vient de voir au cinéma, et que du coup il faut qu'il puisse retrouver quelque chose qui est exactement dans l'esprit de ce qu'il vient de voir à l'écran. Je suis pas sûr que quelqu'un qui sort d'une salle de cinéma ou qui éteigne sa télé après avoir vu quelque chose sur une plateforme se dise il faut absolument que j'aille acheter le livre ou le comics. Je pense qu'il y a quand même assez peu de personnes qui font ça. Je me trompe peut-être, mais c'est pas l'immense majorité. Est-ce qu'il y a déjà eu l'inverse, des films ou séries originales qui ont vu un livre débarquer ensuite? C'est une excellente question que tu poses, Ploupinet. Est-ce que j'en ai en tête? Je n'en ai pas en tête. Ce qui veut dire que du coup, si, Heroes. Heroes était devenu, après avoir existé en série télé, était devenu une bande dessinée. Était adaptée, avec des histoires qui se situaient entre les saisons,
après ou avant la série, etc. Et voilà, c'est le seul. Il y a d'autres choses comme ça pour lesquelles je sais. Bah, Buffy contre les vampires était une série télé et même un film qui a été adapté en série télé, qui après a été adapté dans des romans et des comics. Euh, la question piège pour voir s'il a préparé son truc. Alors non, j'ai pas préparé, je fais ça de mémoire par rapport à des trucs que j'ai lus ou vus. Mais ouais, Buffy, ça a été développé en plein de romans à l'époque où la série existait. C'était même assez incroyable. J'étais chez Fleuve Noir qu'on achetait ça en poche. Des trucs super, pas très bien édités. Mais il y en avait eu un paquet. Et du coup, là, on est sur le chemin inverse où du coup, le bouquin est l'adaptation de la série. Euh, D'une, si on a commencé par le film, l'épaisseur du livre de poche peut faire réfléchir. Oui, bah oui, le truc c'est une brique, donc oui, ça peut faire réfléchir. C'est une brique et tout est écrit en petit. Typiquement, la datation ratée de Y le dernier homme m'a donné envie de découvrir l'œuvre tellement j'ai entendu râler sur la série qui a massacré le comics. C'est vrai aussi. Parfois, quelque chose qui est raté peut peut-être motiver à aller se dire, allez. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de souffrir une deuxième fois? On a vu un truc, il est raté, la datation est merdique, le film est nul, la série est vraiment pas bonne. Est-ce que vraiment on a envie de se dire, allez, je vais donner une deuxième chance et je vais aller acheter un truc, je vais aller payer du coup pour lire le truc original, en sachant que ma première expérience, ma première rencontre avec le truc, ça s'est mal passé, c'était nul. Ben, on y réfléchit à deux fois quand même avant de se jeter dans le truc. Il faut vraiment faire sacrément confiance aux personnes qui disent c'est super bien le bouquin pour oser se jeter. C'est vrai que grâce à Nomad, du coup, ça t'a permis de sauter le pas. Il y a Neverwhere de Neil Gaiman qui était une mini-série BBC à la base. Ok, Gigos, ok. Donc nouvel exemple du coup que je ne connais pas. La saga de l'été Zodiac aussi. J'avais trouvé le bouquin dans une boîte à livres. Là, on remonte sur des choses plus anciennes de TF1. Ben oui, alors du coup, c'est l'occasion de tester le bouquin. Mais alors du coup, est-ce que c'était une série à la base, puis devenu un roman? Le roman est-il juste une espèce de condensé du scénario? Mais oui, c'est une occasion de découvrir les boîtes à livres pour ça. Ça peut être source de plein de bonnes surprises. J'ai 35 ans, crotte, ben oui, voilà. Mais en même temps, la plupart des personnes qui sont ici sont des trentenaires. J'espère n'offenser personne en disant ça. Je ne tiens pas de statistiques sur vos âges à tous et à toutes, mais je pense qu'on est quand même tous et toutes plus ou moins des personnes qui ont grandi avec Batman et le Club Dorothée dans les années 90. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Il y a une période où j'allais lire le livre après avoir vu le film pour souffrir une deuxième fois, mais parce que l'histoire était top. 24 heures avant la nuit, par exemple. Ok. Donc tu fais partie de ces gens qui s'accrochent et qui se disent allez, j'y vais quand même. J'ai pas aimé, mais j'y vais quand même. Ben, je trouve que c'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Euh, Moi, j'ai pas ce souvenir d'avoir détesté un truc à l'écran et de m'être dit, allez, je vais aller quand même, parce que tout le monde dit du bien du truc origine. D'abord, moi, en général, je commence par le bouquin. C'est assez rare que je commence par une adaptation avant d'aller lire le bouquin. L'exception à cette règle, c'est Alice, que j'ai vu sur Netflix et que je commence à lire en manga actuellement. Alice in Borderland. Mais en général, c'est vrai que je commence tout le temps par le bouquin. Et du coup, j'ai des attentes énormes. J'attends un truc de fou parce que je me suis projeté quelque chose et en général, je suis souvent déçu. Lock and Key, j'ai adoré la première saison et derrière. Dizaine au-dessus même. Ah. Toi, tu as donc connu la saga Tramontagne. Merde. Moi, j'ai passé les 50 ans, ou dit Sylvain. Ok, bon, voilà. Donc tout le monde, voilà, personne n'a de complexe à avoir sur son âge de toute façon. Et au contraire, il y a des gens qui ont vécu. Ça veut dire que toi, Sylvain, par exemple, tu as vécu la sortie de sagas absolument cultes pour nous qu'on a découvert en VHS quand on était jeune, mais toi, tu as eu cette chance de les voir au ciné, par exemple. C'est fou. C'est fou. Ok, bah du coup, ça permet de voir un petit peu qui se cache derrière ces pseudos, d'en savoir un petit peu plus à chaque fois, c'est cool. On va continuer les réponses parce que vous êtes quand même pas mal à avoir répondu à cette question. De manière générale, je ne regarde pas, je ne rate plus grand chose sur les écrans films ou séries télé.
tiré de livres ou non. Bref, en gros, je ne me sens pas concerné par l'adaptation. Après, vu de loin, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Après, si c'est bien fait, pourquoi pas. Star Wars au cinéma. Alors ça, par exemple, voilà. Je pense que beaucoup peuvent te jalouser rien que parce que tu as connu ça. C'est clair. C'est clair. Donc ça, c'était Gale qui nous disait ça. On a aussi l'avis de Xav, justement, qui a répondu à la story en disant c'est forcément avec des concessions sur l'œuvre originale, mais c'est un défi intéressant. Et oui, mythique, Plopiné a raison. Passer à côté. Ah, de Tramontagne, sans doute. Oui, les concessions. C'est clair qu'à un moment ou un autre, surtout quand on part sur un film pour adapter un pavé de roman, même si le film fait 3 ou 4 heures, on ne peut pas tout adapter. Il y a un moment, il faut faire le tri. Et c'est ce qui fait râler les fans, parce qu'on s'attend tous. On a tous, quand on lit un truc, une scène en tête, un personnage en tête, qu'on rêve de voir à l'écran. Et au moment où on découvre l'adaptation, ça a été le cas pour les adaptations de Harry Potter, notamment, où beaucoup criaient au scandale parce que tel passage qui faisait un paragraphe dans le livre n'était pas visible à l'écran. Mais c'est impossible. C'est impossible de mettre toutes les lignes du roman à l'écran. Et du coup, ça crée des déceptions, forcément, parce que c'est peut-être la scène que la personne qui râle avait préférée et attendait le plus de découvrir. Juste ce tout petit moment qui a l'air insignifiant dans l'histoire, peut-être que, ouais. On a des points de chaîne, on peut rien en faire, c'est normal. Oui, Ploupinet continue à cumuler des points de chaîne. Les récompenses pour les points de chaîne sont en cours de préparation. J'ai déjà paramétré des trucs, mais il faut que je structure un petit peu tout ça. Mais continue à accumuler tes petits points de chaîne, continue à faire tes économies. Bientôt tu pourras t'en servir et faire quelque chose avec. D'ailleurs, je sais que certains en ont pas mal. Les deux se complètent dans les livres, je lis des choses que je ne vois pas forcément sur l'écran. Ça, c'est Ryan qui nous dit ça. Et qui, du coup, a l'air de bien le vivre. Là où je disais il y a quelques secondes, il y en a plein qui le vivent mal. Le fait de. Voilà. Et c'est bien d'avoir cette espèce de recul, de se dire que les deux sont complémentaires et que, du coup, dans la série, je vais voir des trucs que j'ai peut-être pas vus dans le livre, ou qui arriveront pas au même moment, ou pas de la même façon, et puis si je lis le livre, je vais retrouver des choses qui peut-être m'aideront à comprendre des scènes, ou peut-être des versions meilleures de certaines scènes dans l'un ou dans l'autre. Arriver à faire cet exercice de ne pas trop s'accrocher à l'une ou l'autre version, c'est pas mal, je trouve. Le pins parlant Nigmar, oh bordel, les pins parlants, mais oui, rappelons-nous de ces pins parlants dans les années 90, ce délicieux support de communication utilisé par TF1 notamment, avec le pins parlant Philippe Risoli. Voilà. Qui a un pins parlant Philippe Risoli? Pas moi déjà. Mais, ou Patrick Poivre d'Arvor. Alors ça, quand on sait ce que le monsieur est devenu, ça c'est un truc qu'on doit tous avoir chez nous. La cravate Nigmato. Oui, allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. On créera ce genre de produits dérivés absolument inutiles. Verte et violette avec fleurs et jet d'eau incluses. Oui, comme Jackie dans le Club Dorothée. La dernière fois qu'on a parlé de goodies, on a tous fini avec une table. C'est vrai. C'est vrai. C'était dans une autre vie, mais c'est vrai. J'étais pas prêt. Et voilà, Ploupinet qui conclut parfaitement le débat. C'est le dernier des commentaires que j'ai gardé parmi ce que j'ai reçu. Ploupinet qui nous dit ça dépend, avec un point d'exclamation. Et effectivement, quand on parle d'adaptation, voilà, la synthèse est là. Ça dépend de tout. Ça dépend de nos attentes, ça dépend de la qualité du film, de l'implication de l'auteur, de les intentions qui sont derrière. Voilà. Et ça dépend, comme dit Gaël, ça dépasse. Alors là, s'il y a des jeunes de moins de 20 ans qui voient ça en replay, il n'y en a pas ici dans le live a priori, mais je sais qu'il y a certains spectateurs qui sont assez jeunes, parmi ceux qui nous suivent parfois même dans les lives ou qui sont en replay. La moitié vont être complètement largués de ce qu'on a dit cet après-midi. Ça dépend, ça dépasse. Clairement, voilà. Il était 2 heures du matin, je savais plus où était mon cerveau, d'où ma réponse laconique. Oui, mais... Hey, elle veut tout dire. ZZ en comics. Allez, voilà, alors là, on est parti. Vous allez être intenable. Et on n'a pas en plus terminé le programme parce que maintenant, il nous reste une petite chose à faire.
c'est le jeu, parce que j'ai complètement oublié de faire le jeu avant le débat. Mais avant de passer au jeu, je vais vous poser la question qui va nous animer pendant une semaine maintenant. Euh, et ça, je sais que c'est quelque chose... On touche au mythe, là. On touche vraiment à l'Everest de la discussion de fans de livres, de romans, de comics, de mangas et de pop culture en général. On va s'intéresser cette semaine au diable, la pâle. Et la question de la semaine, tout simplement, c'est combien de livres y a-t-il dans votre pâle, votre pile à lire, pour ceux qui ne connaissent pas la signification de pâle. On en parlera la semaine prochaine. La taille de notre pâle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Combien de livres? Combien de cartons, d'étagères? Je ne sais pas, pour certains même. On parlera de tout ça. On parlera de la pâle, de la pile à lire, la semaine prochaine. Donc le sujet tabou. Mais bon, on va briser ce tabou, Xav, la semaine prochaine. Dans le prochain numéro des Off-Panel, il est temps que chacun et chacune se confesse. Et on parlera de cette chose de la honte. La taille de ma palle, exactement, Plopinet. Ça sera le sujet de la semaine prochaine. Donc je vous mettrai comme d'habitude la petite question sur le post Instagram, dans les stories, etc. Via un petit post aussi sur YouTube, histoire de récolter les réponses, peu importe là où vous vous trouvez. N'hésitez pas à le faire dès maintenant en commentaire du replay si vous nous regardez sur YouTube. Tu peux envoyer des photos de ta palle, oui, Ploupinet, tout à fait. Oui, tout à fait. Tu peux mesurer ta palle et l'envoyer en photo, il n'y a aucun problème. Je vais me dépêcher de lire cette semaine et je répondrai la veille. Et du coup, oui, on peut même aller, Xav, si tu sais depuis combien de temps certains trucs, le truc qui traîne dans ta pile depuis le plus longtemps, depuis combien de temps est-ce qu'il traîne dans cette putain de pale. Voilà. N'hésite pas à le dire, parce que moi je sais que j'ai un truc ou deux qui sont dans ma pile depuis, oh là là, bah, je vous le disais, hein, 2 ans. Voilà. Faudrait faire pareil, mais ça prendrait un an. Mais le problème, c'est que c'est la semaine prochaine. Donc, on se rappelle tous d'une photo d'Erwan, notamment, en story, un jour sur Instagram. Alors, ça, je parle à ceux qui suivent Erwan, évidemment, qui avait fait une photo de sa palle et il était debout à côté et elle était aussi grande, voire plus grande que lui. C'est terrible. C'est terrible. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Est-ce que tout le monde est aussi vertueux que Ploupinet avec ses 5 livres dans sa pile à lire? On en parlera la semaine prochaine. Mais il nous reste à jouer. Ce sera le dernier truc que l'on fera aujourd'hui. Jouer. Je vais d'abord vous donner la réponse à la question de la semaine dernière. Alors je vais d'abord me remettre sur l'écran. Voilà le jeu de la semaine dernière. C'était ça. C'était cette réplique. Life doesn't give us purpose. We give life purpose. Donc la vie ne nous donne pas d'objectif. C'est nous qui donnons un sens à la vie. Qui avait dit ça? C'était la question que je vous posais la semaine dernière. Je vous avais dit que c'était dans un comics. Il fallait trouver le personnage et le comics en question. Et vous avez été quelques-uns à m'envoyer la bonne réponse en message privé. Malheureusement, je n'ai pas noté l'identité de ceux qui m'ont donné la bonne réponse, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait. La prochaine fois, je le noterai, parce que vous êtes quand même quelques-uns, et ça mérite d'être dit et d'être souligné, parce que c'était pas facile. Il s'agissait de Barry Allen, Flash, qui disait ça dans Blackest Night numéro 8, et voici le morceau de planche en question. Je dois filer, le petit Jacob vient de se réveiller. Ah bah oui, il vaut mieux y aller avant qu'il fasse des conneries et qu'il renverse tout dans sa chambre. Tu as bien raison, Ploupinet. Des bisous, et des bisous à Jacob, évidemment. Voilà, donc l'image avec Barry qui prononce cette réplique. Assez sympathique. Hein. La vie ne nous donne pas d'objectif, c'est nous qui donnons un but à la vie. Aujourd'hui, le jeu va être bien moins philosophique. On va partir sur, comme il y a 2 semaines, une petite couverture de comics, cette fois-ci encore. Je vous en ai découpé un petit carré, et il faut, dans la semaine, m'envoyer par message privé ou en commentaire sur YouTube, dans le replay, me dire de quel comics le morceau d'image que je vais vous montrer est-il la cover. Ne dites rien dans le chat si vous êtes en live cet après-midi, évidemment. Laissez le suspense pour ceux qui nous regardent, voilà. Et je sais que vous l'aviez très bien fait la semaine dernière, vous étiez remarquablement bien tenu. On va garder cette discipline. Voici donc l'image. Ne dites rien pour le moment et répondez au post et à la story. Et puis,
en replay de la vidéo sur YouTube. Et voici donc le morceau de cover de cette semaine. Alors moi, quand je vois ça, ça me dit tout de suite ce que c'est, mais c'est peut-être un peu plus obscur pour certains. Je vous laisse le temps de la visualiser. Oh là là, Gay qui l'a, très bien. J'ai peut-être été généreux et comment dire, sympathique. Je n'ai pas l'impression d'avoir été trop serré sur le plan et j'ai laissé quand même pas mal d'éléments qui peuvent permettre d'identifier cette couverture. J'aurais pu serrer beaucoup plus, Gigos là aussi. Bon, bah, on en sera sur quelque chose peut-être d'un peu plus simple que la dernière fois, où c'était Sweet Tooth numéro 1, il y a 2 semaines. Mais on va voir combien de personnes. Donc, le replay sur YouTube, vous m'envoyez un petit message privé sur Instagram, ou vous répondez à la story ou au post qui vous posera cette question, ce jeu de la semaine, et puis on donne la solution samedi prochain, ou dimanche prochain, on verra quand aura lieu le prochain off-panel, en tout cas le week-end prochain, ça c'est sûr. Il ne me reste qu'à vous remercier 1000 fois et même plus d'avoir été présent, d'avoir interagi, d'avoir participé à la discussion, notamment lors du débat de la semaine, parce que je sais que c'est toujours le moment où tout le monde s'anime et se réveille, c'est le meilleur moment, en tout cas pour moi, de ces off-panel. J'ai hâte de parler de nos pales la semaine prochaine. De vous débriefer également mes lectures et de vous montrer ma pale à moi aussi. Et puis, qu'est-ce qui va être intégré dedans cette semaine? Il y a quelques bouquins en attente, quelques choses qui sont en cours d'arrivage, notamment du côté d'Arconia. Donc, il y aura des choses à se dire, des lectures à se débriefer. Je vous parlerai peut-être aussi de The Last of Us, parce que j'ai regardé le premier épisode cette semaine, hier, et je ne vous en ai pas parlé. Donc, ça sera partie du débrief de la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Voilà. Ça, c'est pour la semaine prochaine. On n'aura pas de stream le soir cette semaine. Je sais déjà que je n'en ferai pas, donc ça ne sert à rien. Mais par contre, à la rentrée, après les vacances... Ah, tu as craqué pour Middle West The Complete Tale. Beau bouquin, bel objet, et je pense que tu as passé un très bon moment, si on en croit ceux qui l'ont lu. Parce que moi, je n'ai lu que le tome 1 en TP pour le moment, donc je ne sais pas ce que ça vaut par la suite, mais c'était vraiment très bon, et je pense que ça va être génial jusqu'au bout. Bah écoute, bon craquage, Gigos. Donc on parle de tout ça évidemment la semaine prochaine. Merci encore à Xav pour son abonnement Prime pendant le stream. Et puis merci à tous pour votre fidélité. À la rentrée, on se fera sans doute un petit stream du soir, après les vacances scolaires, donc de la zone A pour moi. Donc pas cette semaine, mais la semaine suivante, la semaine du 20 février. On va jouer à Snap, à Marvel Snap, parce que maintenant, ça y est, on peut s'inviter. On peut s'inviter à faire des parties, et je sais que vous êtes certains d'entre vous à jouer, et on attendait que ça, de pouvoir s'inviter et jouer les uns avec ou contre les autres dans des parties amicales. Ça y est, on peut. L'onglet social est ajouté, on peut s'inviter, et du coup, on se fera ça. Pas cette semaine, sans doute la semaine d'après. On se fera quelques parties ensemble, donc ceux qui jouent à Snap, préparez-vous. On se fera une petite session où on jouera les uns avec les autres. Voilà. Je vais commencer The Last of Us, je n'y ai pas joué. Œil neuf, il est dans ma palle. Je t'en prie. Merci pour ce stream. Merci à vous de le rendre aussi vivant. Allez, à la semaine prochaine, au week-end prochain pour le 5e off-panel et pour encore énormément d'échanges. Je n'en doute pas. Merci et bon dimanche à vous tous. Salut!